Bonjour, mesdames et messieurs. Je me réjouis de vous voir nombreux. Je pense que le sujet qui va vous occuper pendant cette journée le mérite. Vous êtes très divers par vos activités. Là aussi, c'est lié au sujet. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à organiser ce colloque. Christian Ledber qui anime le comité spécialisé. Il y a ici les 3 présidents successifs de notre comité Habitat. Vous savez que nous avons un comité par programme à la Fondation de France, donc ces présidents de comité sont des personnes essentielles. Je voudrais aussi saluer Jean-Paul Delvoye, ancien président du comité économique, social et environnemental, qui s'intéresse personnellement à ces questions et qui a toujours été un homme qui suivait de très près ce qui se fait sur le terrain. Et merci à Philippe Bertrand qui animera cette journée. Donc, pour commencer, quelques remarques sur ce qui nous a poussé à faire ce programme d'éco-habitat et sur la logique qui est derrière cela. La Fondation de France, c'est une fondation par elle-même, plus 800 fondations abritées. Et tout ce système redistribue en gros 150 millions d'euros par an. Le système ne fait que redistribuer. Ce ne sont pas des fondations qui agissent directement. 150 millions par an, c'est à la fois gros et petit. C'est gros si vous le comparez aux autres grands acteurs du système philanthropique en France. Et c'est petit si vous vous référez à l'ensemble des domaines de l'intérêt général dans lequel la philanthropie privée peut intervenir, qui couvre le champ social. Nous nous intéressons à beaucoup de populations fragiles, le champ de la connaissance, alors on ne couvre pas tout, loin de là, mais enfin, on a des activités dans la recherche, dans la culture, dans l'enseignement, et puis l'environnement, nouvelle dimension qui a émergé depuis 10 ou 20 ans. Et notre souci, c'est évidemment de maximiser l'effet de cet argent. Une grande fondation comme la fondation Bill Gates peut dire « je vais éradiquer telle maladie en Afrique » et prendre en charge le besoin et le traiter complètement. Et ça n'est pas du tout notre dimension. Par conséquent, il faut faire en sorte que cette redistribution ne consiste pas à boucher des trous sporadiquement, mais au contraire à essayer de planter des graines que d'autres ensuite pourront exploiter. Et donc, ça nous incite à privilégier des actions innovantes en cherchant à ce que des expériences réussies puissent être connues et inspirer ensuite d'autres financeurs publics ou privés. Et c'est ainsi que la Fondation de France a été pionnière dans un certain nombre de choses. Alors je vous cite l'insertion par l'économique avec la Caisse des dépôts, c'était il y a 25 ans ou 30 ans, les soins palliatifs, le traitement de l'autisme dont la vue en France a été complètement changée, la pratique du sport là où elle n'est pas naturelle, certains jeunes, le milieu rural. Maintenant, l'action sur les migrants, où nous sommes en train, là aussi, de créer un programme expérimental, l'action contre la radicalisation. Et donc, c'est une démarche qui nous est familière. Et dans le cas qui nous occupe ce matin, c'est par des programmes existants que nous avons été en contact avec des problèmes nouveaux.
Et c'est les programmes existants qui nous font apercevoir les problèmes et les points faibles de la société. Alors, il y a beaucoup de logements, pour entrer dans le concret, qui sont à réhabiliter, qui sont inconfortables, qui sont en mauvaise position sur le plan énergétique. Si on attend des modes de réhabilitation classiques, ça va coûter très cher, notamment parce que ça ne peut pas être industrialisé. Et que, en plus, il faut satisfaire des normes qui sont sans arrêt plus contraignantes. Et puis en face, il y a des situations sociales, des gens qui, logiquement, devraient pouvoir occuper ces logements, mais qui n'en ont pas les moyens. Donc, est-ce que les exclus ou pseudo-exclus ont une chance d'avoir des logements? Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans les quartiers difficiles? Voilà les questions qui sont posées. Et donc, on aboutit très souvent au fait que les populations les plus en difficulté ont peu de chances d'avoir un logement, alors qu'on sait très bien que le logement est à la base du retour à une vie plus normale et moins précaire. Alors en plus, si on ajoute la dimension écologique, ça complique encore le problème. Et on voit bien qu'il y a souvent antinomie entre les investissements qu'il faut faire pour diminuer le coût futur et puis le fait qu'on ne peut pas supporter ces investissements. Le cas de l'isolation étant emblématique de cette problématique. Il faut faire de l'isolation pour dépenser moins d'argent plus tard, mais comment financer les dépenses d'innovation? Alors, bien sûr, on pourra objecter que la solution à ces problèmes se trouve dans des aides et des subventions, mais nous savons tous que c'est souvent très insuffisant, il n'y en a jamais assez, c'est compliqué, et puis c'est loin d'aller prioritairement aux gens qui en ont le plus besoin, qui sont le plus en manque de ressources. Et donc, dans ces systèmes d'aide, souvent on perd de vue le fait qu'il faut principalement s'adresser aux gens qui sont en manque de ressources. Ce sont ces constatations qui nous ont amenés à concevoir, il y a 5 ans, ce programme Éco-Habitat sous une forme d'abord expérimentale. Et l'idée nouvelle introduite, c'est que les occupants prennent une part importante de la rénovation. Parce que ça introduit une dimension nouvelle, ça va coûter moins cher, ça sera plus adapté à la situation de chaque logement, ça sera l'occasion pour des personnes de reprendre une activité, et il peut y avoir une dimension de regroupement, de solidarité, de recréation de liens sociaux. Ça permettra aussi de mobiliser plus efficacement certaines aides. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif dans le fait d'introduire le fait que les gens prennent en charge leur rénovation. Alors bien sûr, c'est une problématique nouvelle et il fallait expérimenter. D'où notre démarche de faire des appels à projets. On en a retenu 15. Ça fait 5 ans qu'ils se déroulent. On a essayé de les mettre au point avec les initiateurs. Et beaucoup de personnes sont intervenues dans cette démarche. Et d'ailleurs, je voudrais à cette occasion les remercier. Et nous avons des bénévoles, experts dans notre comité Éco-Habitat et dans les autres comités. Nous avons dans nos délégations régionales des référents pour ces problèmes. Ils se sont tous impliqués massivement et sans eux, nous n'aurions pas pu avancer. Et puis le comité Habitat et son président Christian Ledbeur a été moteur dans cette manifestation.
mais aussi localement. J'en profite pour saluer la diversité de ce que vous représentez. Il y a beaucoup de personnes qui participent, et des élus locaux, des professionnels du logement, des professionnels sociaux. À quoi voulons-nous aboutir? Il faudra essayer de tirer un bilan. Ce colloque est une première étape. Probablement, on essaiera de faire quelque chose de plus dans 1 an ou 1 an et demi, toujours dans l'idée que, soit par l'écrit, soit par l'oral, soit par une communication sur place, on puisse inciter d'autres personnes à tirer parti de cette expérience. Car évidemment, la conception, ce que je viens de rappeler, c'est assez simple, mais c'est l'art qui est difficile, la réalisation. Et tout ceci demande que vraiment les gens qui commencent de telles actions soient conscientes des problèmes qu'ils vont rencontrer. Donc c'est dans ce cadre-là que ce colloque trouve sa justification. Je ne doute pas que, avec votre participation à tous, ça va être très intéressant et qu'il y aura un bénéfice collectif. Donc bonne journée. Merci, Monsieur le Président.